Bonjour à toutes et à tous. C'est en 1997 que Henri Amorou publia Pour en finir avec Vichy, les oublis de la mémoire. Il s'agissait d'un premier tome paru chez Robert Laffont, consacré à l'année 1940, qui n'était nullement un plaidoyer pour Vichy, mais simplement une œuvre d'historien, d'histoire, par opposition à la mémoire qui, elle, est sélective. Il s'agissait ainsi de rappeler des faits sur une période sujette à des jugements par trop manichéens. Cet ouvrage, Pour en finir avec Vichy, s'inscrivait aussi comme le sommet de 40 années de recherche consacrée à une des périodes les plus passionnantes et les plus passionnées de notre histoire de France. 8 ans après, Henri Amorou nous propose de compléter notre réflexion sur ce sujet. Pour en finir avec Vichy, les racines des passions, tel est le titre du tome 2 qui vient de paraître à nouveau chez Robert Laffont. Je vous propose au cours de 2 émissions d'Un jour dans l'histoire de découvrir cet ouvrage majeur, cet ouvrage capital pour notre réflexion sur la Deuxième Guerre mondiale. Une première émission consacrée aux 2 personnages, De Gaulle et Pétain, ainsi qu'à la fameuse entrevue de Montoire, et ensuite une seconde émission qui, elle, abordera les revanches de Vichy autour de la question ecclésiastique, de la franc-maçonnerie et des Juifs. Enfin, nous verrons que les intentions tant du maréchal Pétain que celles du général de Gaulle furent bien plus complexes, bien plus nuancées qu'on ne le croit. Henri Amorou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de l'Institut, auteur d'une histoire magistrale, celle des Français sous l'occupation, parue chez Robert Laffont, réédité dans la collection Bouquins, ce qui est un fait rarissime pour un auteur encore vivant. Dans une interview au Figaro en 99, vous disiez que votre livre, le tome 2, Pour en finir avec Vichy, s'appellerait Pétain, De Gaulle, un combat pour les âmes. Finalement, vous avez opté pour les racines des passions. Est-ce parce que justement, les passions, Henri Amorou, ne sont pas encore éteintes ? C'est un problème d'âge, c'est pratiquement un problème de génération. C'est tout à fait normal et tout à fait compréhensible. Il est bien certain que les fils n'épousent pas tous les passions des pères et que les petits-fils, et encore plus les arrière-petits-fils, ne les épousent pas du tout. Donc c'est un problème de génération, cela va en diminuant, s'affadissant. Je le vois lorsque je fais des signatures de livres. Je suis allé, il y a quelque temps de cela, signer des livres avec le Figaro Magazine, avec plusieurs confrères, à Lyon. 80% des personnes qui viennent faire signer un livre ont plus de 70 ans, sont directement concernées évidemment par cette époque. Et puis il y a quelque chose également très important auquel on ne réfléchit peut-être pas assez. Nous avons changé de siècle. Et changer de siècle, c'est une fracture, c'est une pliure. Nous sommes du 21e siècle, et le 20e siècle, ça paraît loin. Comme moi, je suis du 20e siècle, le 19e siècle était celui de mon père, de mon grand-père. Mon grand-père avait été fait prisonnier à Sedan. Il avait été, après, envoyé en Prusse. L'Allemagne n'existait pas en tant que telle. Et pour moi, lorsque j'avais 12 ans ou 13 ans, la défaite de 1870, je voyais un homme qui avait connu la défaite de 1870, ça me paraissait très loin. Alors là, les problèmes sont très différents. Il y a eu des passions qu'il n'y avait pas en 1870. Mais évidemment, si les fils et les filles les épousent encore, les petits-enfants, les enfants les épousent beaucoup moins, et on en arrive alors à la caricature et au manichéisme. Mais certainement, vous me poserez une question sur la caricature et sur le manichéisme. Oui, parce que finalement, cette question du manichéisme, vous la rejetez, vous faites vraiment un travail dans la nuance, vous montrez la complexité des faits, et notamment de cette histoire de Vichy. Mais de toutes les histoires. On ne comprend rien à l'histoire si on ne la réintègre pas dans la complexité. Pas une année, je veux dire, pas un mois ne ressemble à un autre mois. Juin 40 et juin 41 sont des mois essentiellement différents. L'Allemagne, si on veut résumer les choses en 2 dates, l'Allemagne perd la guerre en 2 jours de 1941. L'Allemagne perd la guerre le 21 juin 1941 lorsqu'elle attaque la Russie. Enfin, a une chance de perdre la guerre, si je veux dire. Oui, bien sûr, lorsqu'elle attaque la Russie, et elle perd sûrement la guerre le 9 ou 10 décembre 41, lorsqu'elle déclare par fidélité à l'alliance japonaise, la triple alliance, lorsqu'elle déclare la guerre aux États-Unis. Et déclarer la guerre aux États-Unis en 41, c'est se condamner pour l'Allemagne, c'est se condamner à perdre la guerre, c'est se condamner à mort. Et il faut comprendre à ce moment-là, non
pas avec les événements, non pas avec les moyens techniques d'aujourd'hui, car aujourd'hui il y a des missiles intercontinentaux, il y a les bombes nucléaires, tout ça n'existe pas en 1940, 41, 42, 43, 44. Les États-Unis peuvent travailler, les usines américaines peuvent travailler à l'air libre, peuvent travailler toutes les lumières allumées, peuvent travailler sans craindre le moindre bombardement. Ce n'est pas vrai pour l'Allemagne. Et ce jour-là, Hitler, par méconnaissance totale d'ailleurs de l'étranger, car Hitler, l'Autrichien Hitler, qui était passionné par l'Allemagne, l'Autrichien Hitler qui, en 1914, s'engage dans une armée allemande parce qu'il n'aime pas l'Autriche, n'était jamais sorti de l'Allemagne, jamais. C'est pour aller quelques jours en Italie, puis pour venir 2 jours en France après la victoire sur la France. C'est pas ça qui permet de connaître. Et il méprisait, il ne connaissait pas la puissance américaine. Il avait fini, c'est le fait de tous les dictateurs, il avait fini par croire à la propagande qu'il avait créée. Lorsque vous créez une propagande, vous savez que vous créez un flot de mensonges. Et si vous en êtes victime, vous êtes fichu. Alors, la guerre, bien évidemment, est une guerre mondiale. Et le général de Gaulle avait très bien compris le fait que la guerre allait devenir une guerre mondiale. La guerre n'est pas une guerre mondiale en 39-40. Bien sûr, elle n'est pas une guerre mondiale en 39-40, elle ne le devient qu'après. Et ça, de Gaulle, vous le dites dans votre livre, l'a très bien compris. Mais de Gaulle, je le dis, mais c'est facile de le dire, puisque les discours du général de Gaulle sont là, et ce sont des discours prophétiques. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? C'est pas quelqu'un qui vous dira demain matin, à 8 heures, il fera jour. Non, il fera jour à 8 heures ou 9 heures, si c'est le grand hiver, et s'il pleut beaucoup, on verra moins, mais il fera jour. Sauf événement dramatique, une bombe nucléaire, etc. Bon, donc c'est pas ça. C'est quelqu'un qui, voyant les événements tels qu'ils sont, les prolonge. Et la grande qualité, l'une des grandes qualités du général de Gaulle, c'est qu'il était d'abord un historien. C'est un historien. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui a le nez collé sur la vitre, c'est quelqu'un qui voit loin. Et qui tire de l'histoire un certain nombre d'enseignements. Alors, il tire très vite, dans son appel du 18 juin en filigrane, mais tout de suite, à partir du 24, je crois que c'est le discours du 24 juin, je crois, enfin, je me trompe pas, si je me trompe, c'était à 24 heures près, il dit tout de suite, la guerre ne sera pas une guerre mondiale. Les alliances, il fait allusion naturellement à l'alliance entre la Russie et l'Allemagne. Les alliances ne sont pas éternelles, c'est très vrai, les alliances contre nature, car l'alliance germano-soviétique, c'était l'alliance d'Hitler et l'alliance de Staline, c'était une alliance contre nature politique. C'était le chien et le chat, ça redeviendra un jour le chien et le chat, même s'ils font alliance pendant quelques mois ou quelques années. Et puis ensuite, il dit, les États-Unis viendront au secours, il ne dit pas entreront en guerre, mais il sait ce que c'est que la puissance américaine, viendront au secours des alliés. C'est exactement ce qui va se passer. Exactement ce qui va se passer. Cela supposait une condition essentielle, évidemment, car la guerre n'est pas une guerre mondiale, c'est une guerre franco-britannique contre l'Allemagne, contre le Reich, puisque la Pologne est attaquée et disparaît en quelques semaines, en un mois pratiquement. Donc c'est une guerre franco-britannique, et la France étant battue, il n'y a plus que l'Angleterre qui soutient la guerre. Et l'Angleterre soutient la guerre, mais il faut raconter autant que possible des choses d'une façon exacte. C'est grâce à Churchill. Il y avait en Angleterre un parti assez important qui était, lui, favorable à une entente, à une paix blanche. Et Hitler souhaitait une paix blanche. Hitler aurait pu tenter, enfin, on va pas refaire l'histoire, surtout l'histoire militaire, comme ça, 60 ans plus tard. Mais Hitler souhaitait, au fond, un accord avec l'Angleterre. Il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi. Il y a des tas de petites choses minuscules, de petits faits minuscules qui, raccordés entre eux, permettent de comprendre les choses. Hitler ne s'est jamais battu contre les Français en 14-18. Il s'est battu uniquement sur le front qui était tenu par les Britanniques, qui tenaient un front important, le tiers à peu près du front à l'ouest. Et il s'est battu uniquement contre les Britanniques. Il avait une grande estime pour les Britanniques. Et il n'avait pas... les Français, il connaissait pas, il n'aimait pas. Donc il avait espéré. Il avait espéré un accord avec les Britanniques.
Et la guerre deviendra une guerre mondiale uniquement parce que les Anglais tiennent. Mais les Américains pensaient que les Anglais allaient être vaincus, allaient être battus. Si bien que d'ailleurs, Roosevelt avait demandé à Churchill d'envoyer la flotte anglaise aux États-Unis. Alors je vous propose, Henri Amorou, de revenir peut-être un peu en arrière. Vous consacrez toute la première partie de votre livre, c'est la plus importante. Votre livre compte 4 parties. La première partie, plus de 300 pages, est consacrée au général de Gaulle et au maréchal Pétain, et à leur parcours respectif. Et ce sont 2 hommes qui se connaissaient très bien, qui se connaissent depuis bien longtemps. Oui. Alors, ils sont nés, évidemment, à des époques très différentes. Le maréchal Philippe Pétain, né dans une famille paysanne, dans le Nord, est né en 1856. Là aussi, il faut savoir ce que ça veut dire, 1856. Ça veut dire plus près de Waterloo, 1815, que de Sedan, 1940. Plus près de la rencontre d'Alexandre et de Napoléon que sa rencontre avec Hitler à Montoire. Plus près. Et il a appris le latin avec un prêtre, l'abbé Legrand, qui avait fait la campagne d'Italie avec Bonaparte à Arcole. Puisque Napoléon n'a jamais fait la guerre en Italie, il a fait la guerre partout, mais pas en Italie. Bonaparte, oui. Donc ce curé, ce prêtre, qui va apprendre le latin à cet enfant, a fait la campagne d'Italie avec Bonaparte, il se trouvait à Arcole. C'est prodigieux. Et son grand-père avait vécu la Révolution française. Et cette vie... alors, bon, Pétain donc est colonel et il commande le 33e régiment d'infanterie à Arras. Le colonel de Gaulle, le général de Gaulle, Charles de Gaulle, né en 1890 dans une famille tout à fait différente, intellectuelle, bourgeoise, pas riche, mais cultivée et très et à droite d'ailleurs, monarchiste, à droite, bon, religieuse, très pieuse, l'amour de la patrie, bon. Et il sort, de Gaulle sort sort de Saint-Cyr, Charles de Gaulle sort de Saint-Cyr dans un très bon rang, lorsque en 16, que je dis une bêtise, en 7 ou 8, et à ce moment-là, il aurait pu choisir son arme. Il avait le choix, en fonction de son rang, de choisir son arme. Alors aujourd'hui, ceux qui sortent choisissent l'aviation, choisissent, je sais pas moi, enfin les armes techniques, etc. Il choisit, à l'époque, il n'y avait pas tout ça, il choisit les officiers, les jeunes officiers qui sortaient de Saint-Cyr en très bon rang, choisissaient la cavalerie, naturellement. Il choisit le 33e régiment d'infanterie à Arras, où il avait fait d'ailleurs ses classes, puisque les officiers les futurs officiers devaient faire une année dans un régiment pour y apprendre un peu leur métier, être surtout au contact avec les hommes. Et il va au 33e régiment d'infanterie, qui c'était un régiment qui n'était pas le plus illustre de l'armée française. Il s'était battu dans les armées napoléoniennes, certes, et puis en 1800, et aussi dans les campagnes d'Italie avec Napoléon III, sous Napoléon III. Enfin, c'était pas un régiment célébrissime, si j'ose dire, mais il était commandé par le colonel Pétain. Et le colonel Pétain avait une réputation dans l'armée, on l'appelait Précis le Sec, il avait une réputation d'être un novateur, et pardonnez-moi le mot, un emmerdeur, c'est-à-dire de dénoncer, ce qui ne favorisait pas son avancement, de dénoncer toutes les erreurs, tous les textes précédents. Alors, quels furent les rapports des 2 hommes à ce moment-là? C'est ce que je vous propose de voir, Monsieur Amorou, dans un instant. Balzac, Maupassant, Proust, Guizot. Chateaubriand. Les grands noms de la littérature étudiés par les meilleurs spécialistes se retrouvent dans Au fil des pages. En direct ou en médiathèque sur Canal Académie. Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Henri Amorou, membre de l'Institut, auteur du tome 2 de Pour en finir avec Vichy, les racines des passions 1940-1941, paru chez Robert Laffont. Alors nous évoquions, Henri Amorou, les rapports de Gaulle et du futur maréchal Pétain. Vous savez, les rapports, ils étaient de lieutenant à colonel. Et on ne tapait pas sur le ventre ou sur l'épaule du colonel. Aujourd'hui non plus, je pense. Mais les rapports étaient beaucoup plus distants.
différent qu'on n'imagine aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de rapport humain, presque. Et on ne respecte plus les gens en fonction de leur titre, ou presque plus. On les brocarde, on se fiche d'eux, on se moque d'eux. Bon, c'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. Pétain, d'abord, en imposait, par sa stature. Il n'était pas très grand, Pétain, il mesurait 1m69, 1m70, mais il était d'abord bel homme, faisant des conquêtes féminines, ça c'est un autre sujet, et sec, pas du tout romantique comme sera De Gaulle, pas du tout Chateaubriand comme sera De Gaulle, pas du tout une écriture avec beaucoup d'adverbes, de mots, d'adjectifs, pas du tout ça.